Alors, on va voir maintenant le support de l'hémostase primaire. Alors, comme j'ai dit que l'hémostase, il regroupe les différents mécanismes qui assurent la prévention des saignements, mais son rôle, c'est il intervient dans le cas où on a une perte de l'intégrité de la paroi vasculaire par la formation d'un thrombus. L'hémostase, en fait, comme j'ai dit, bon, on peut l'organiser en 3 étapes. L'hémostase primaire, coagulation, fibrinolyse. Mais sachez qu'en fait, ces 3 étapes, ils se passent en même temps, en collaboration, en harmonie, en équilibre. Bien sûr, d'une part pour placer ce thrombus, mais aussi en maîtrisant la progression de thrombus, bien sûr pour ne pas tomber dans la situation où on va obturer le vaisseau. On arrête le saignement en plaçant le thrombus, mais normalement, effectivement, lorsqu'on est dans un vaisseau de grand calibre, on a recours à la coagulation, et la coagulation est là pour but, c'est de déposer sur ce clot plaquettaire le dépôt de fébrine, mais si jamais on aura un dépôt excessif, si on ne maîtrise pas ce dépôt, on peut tomber dans l'obturation du vaisseau. Alors pour toujours arrêter le saignement en gardant la perméabilité du vaisseau, ces trois temps de l'hémostase, ils travaillent en équilibre, en harmonie, bien sûr. Et bien sûr, ces phénomènes de l'hémostase, ici, c'est des notions essentielles dans l'hémostase, c'est que ces phénomènes sont localisés, c'est-à-dire ce déroulement de l'hémostase, il est localisé à la face de la brèche vasculaire, rapide, et ça ne dure pas dans le temps, et bien sûr, ils sont régulés, comme j'ai dit, ils sont régulés pour ne pas avoir, pour but, c'est garder une perméabilité du vaisseau, pour ne pas tomber dans, je dirais, la continuité du vaisseau, et aussi ne pas tomber dans le cas de saignement, et aussi on doit prévenir, on doit réguler les choses pour ne pas avoir l'autre sens de l'anomalie de l'hémostase, c'est l'obturation et la perte de perméabilité du vaisseau. Bien sûr, l'étude de l'hémostase, il permet une meilleure compréhension des maladies hémorragiques et des maladies thrombotiques, et les conséquences, bien sûr, c'est une bonne et une correcte prise en charge de ces pathologies. Alors pour l'hémostase primaire, on va commencer par décrire les acteurs de l'hémostase primaire. Alors le premier acteur vasculaire, le premier cellulaire, c'est le vaisseau, avec ces trois couches, l'intima, média et l'adventice. L'intima, avec l'endothélium, il est thromborésistant, il lutte contre les thromboses, et comme j'ai dit, par plusieurs mécanismes. Il produit ce qu'on appelle l'activateur du plasminogène, il a des héparines sulfates qui sont des éléments qui vont aider les anticoagulants physiologiques. Aussi, on a la DPase contre le sous-endothélium qui est thrombogène. Et thrombogène, pourquoi? Parce que par sa composition collagène et d'autres molécules adhésives comme la fibrinectine, la thrombospondine et le facteur Wilbrandt qui existe aussi dans le sous-endothélium. Le média, surtout avec sa composition en collagène, et les cellules musculaires, ils donnent au vaisseau cette propriété de vasomotricité. Troisième couche d'adventice, surtout avec ces fibroblastes. Ces fibroblastes, ils expriment d'une façon constitutive le facteur tissulaire. Le facteur tissulaire, c'est l'activateur de la coagulation. Ici, la description pour mettre en relief les particularités structurales qui peuvent expliquer les fonctions du vaisseau, aussi bien dans l'hémostase en général, mais plus particulièrement au niveau de l'hémostase primaire.
La plaquette, résultat de la plaquette de la mégacaryopoïèse, alors par l'étude de sa structure par microscope électronique, alors la membrane cytoplasmique avec ses doubles couches phospholipides, alors la composition il diffère entre le feuillet interne et externe, et comme j'ai dit que le feuillet interne au repos, il est composé par des phospholipides qui peuvent activer, qui peuvent exprimer une charge négative contre les feuillets, ça c'est en repos, contre les feuillets externes, ces phospholipides sont des phospholipides neutres. À partir de ces phospholipides, on peut avoir ce qu'on appelle, on peut avoir l'acide arachidonique et l'acide arachidonique au cours de le métabolisme de l'acide arachidonique et les métabolismes du métabolisme de l'acide arachidonique, c'est un élément, c'est un aspect de l'activation de la plaquette. Autre chose, c'est que la membrane cytoplasmique, il contient beaucoup de molécules, de glycoprotéines. Ils sont nombreux, mais les plus importants, c'est le 2B3A qui peut reconnaître le fibrinogène. Et comme on l'a dit dans l'explication, c'est cette molécule qui est responsable de l'agrégation plaquettaire. Le glycoprotéine 1B, c'est le ligand ou c'est le récepteur du facteur Willebrand. Et grâce à cette liaison entre le facteur Willebrand et le glucoprotéine 1B, on peut avoir l'adhésion plaquettaire au sous-endothélium. Aussi, on peut avoir renforcé cette adhésion plaquettaire au sous-endothélium par les glucoprotéines 6 et 1A et 2A qui peuvent reconnaître le collagène du sous-endothélium. À côté de ces glycoprotéines, on a d'autres protéines qui sont, on peut les considérer comme des récepteurs, comme le PAR1, le PAR et le PAR1 par 2 et le P2 et le P2Y1. Alors ça sont des récepteurs de deux molécules qui ont une propriété, sont en fait des agrégants, des molécules qui vont renforcer le process de l'activité de la plaquette, et par conséquent ils mènent à l'agrégation plaquettaire. Alors, comme le PAR1 et le PAR2 sont les récepteurs de la thrombine, et la liaison entre la thrombine et ses récepteurs, il va donner un signal à l'intérieur de la plaquette, et par conséquent on aura potentialisé l'activation de la plaquette, et par conséquent on va progresser dans le process de l'hémostase primaire. Aussi, on a d'autres molécules qu'on peut trouver dans la membrane cytoplasmique, comme le P-sélectine. C'est une molécule qui permet la communication entre la plaquette et les leucocytes. On a déjà, voilà. Le système canaliculaire ouvert, comme c'est une prolongation de la membrane cytoplasmique à l'intérieur, et grâce à ces systèmes, on a une communication avec l'extérieur. On a une communication entre l'intérieur et l'extérieur, avec l'extérieur de la plaquette. Et surtout, il est impliqué. Bon, la première chose, ces membranes de ce système, ils peuvent exprimer les glucoprotéines de B3A, ça d'une part. Et deuxième chose, et par conséquent, c'est comme dans ce système, on a un réservoir de ces glucoprotéines qui sont essentielles dans l'agrégation plaquettaire. Mais aussi, grâce à ce système, la plaquette, il peut emmagasiner, stocker pas mal de molécules qui existent dans le plasma à l'intérieur de la plaquette. Le système tubulaire dense, c'est un système tubulaire. Il contient surtout il contient, il est impliqué dans le stockage et la sécrétion du calcium, un élément essentiel au cours de l'activation de la plaquette, mais aussi il contient des enzymes qui sont impliquées dans le métabolisme de l'acide arachidonique qu'on a déjà évoqué. Au-dessous de cette membrane cytoplasmique, il existe ce qu'on appelle, il est imposé les éléments du cytosquelette plaquettaire, et grâce aux fibres, aux tubulures et microfilaments de cytosquelette, la plaquette il a une forme, aussi bien le cas de repos ou au cours de l'activation.
Toujours dans le microscope électronique de la composition de la plaquette, on a les granules. Alors, on a les granules alpha. Bon, la composition il est très complexe et on voit la composition très complexe et surtout il est rempli par des éléments impliqués en hémostase. Regardez s'il vous plaît beaucoup de protéines adhésives, même on peut avoir des facteurs de coagulation qui sont dans de ces vésicules. Il y a des immunoglobulines, il y a l'albumine, même on a des molécules qui sont des facteurs de croissance qui seront déversés au cours de l'activation et la sécrétion plaquettaire de l'hémostase primaire. Les granulations denses, pourquoi denses? Parce qu'ils sont composés par, ils contiennent l'ADP, le phosphore de l'ADP, c'est lui qui est responsable de cet aspect c'est pour ça qu'on donne cette propriété de dense à ces granules. Et aussi, on a d'autres éléments, la sérotonine, l'histamine, d'autres ions, le magnésium et le calcium. Et aussi, on trouve dans les plaquettes d'autres granules, type lysosome, qui contient de nombreux enzymes. Alors, après avoir vu les plaquettes, le vaisseau, on a le troisième acteur, c'est le facteur Willebrand. Et comme j'ai dit, dans le plasma, il est sous forme multimérique. Il est synthétisé par la cellule endothéliale et le mégakaryocyte. Et le facteur Willebrand, il est nécessaire, c'est un élément nécessaire pour l'adhésion de la plaquette au sous-endothélium grâce à la reconnaissance de ce ligand, ce facteur Willebrand, aux glycoprotéines 1B de la plaquette. Et cette reconnaissance, cette liaison de facteur Willebrand avec le 1B, il est renforcé. En fait, on les trouve dans un complexe d'autres glycoprotéines. C'est ce qu'on appelle le glycoprotéine 1B9,5. Très bien. Autre chose, c'est que le facteur Willebrand dans le plasma, il transporte le facteur 8 de la coagulation et cette liaison ou ce transport de 8 par le facteur Willebrand, il confère au 8 une protection contre la protéolyse plasmatique. Et on peut comprendre pas mal de fonctionnalités de facteur Willebrand parce que dans sa structure, il existe des domaines et chaque domaine il est spécialisé dans la liaison avec d'autres molécules. Par exemple, regardez dans le domaine des primex ici. Alors, c'est par ce domaine que le Willebrand il transporte le facteur 8. Par le domaine A1, c'est le domaine il reconnaît les glycoprotéines 1B plaquettaires. Aussi, on a le facteur Willebrand, il peut reconnaître le collagène par d'autres domaines, le A3. Et ici, on a une structure dimérique de Willebrand. Et comme j'ai dit que la forme physiologique de Willebrand dans le plasma, qu'il est sous forme de plusieurs polymères. Et de telle sorte, on peut deviner des polymères de Willebrand de haut point moléculaire, de point moléculaire intermédiaire et de bas point moléculaire. Et cette répartition en polymères de différents points moléculaires, elle est physiologique et la perte de cette répartition, c'est une anomalie qualitative de von Willebrand qu'on trouve, qui caractérise certains aspects de la maladie de Willebrand. Le fibrinogène, une protéine synthétisée au niveau hépatique, formée de 6 chaînes organisées de 2 chaînes alpha, 2 chaînes bêta et 2 chaînes gamma. Et grâce aux molécules de fibrinogène qu'on peut avoir des ponts entre les plaquettes au cours qui réalisent ce qu'on appelle l'agrégation plaquettaire à la fin de l'hémostase primaire. Le déroulement de l'hémostase primaire, il se passe en 2 temps. On a le premier temps, c'est le temps vasculaire, c'est la vasoconstriction en réflexe de la brèche vasculaire. Puis on a le temps plaquettaire, les changements que va subir les plaquettes au cours de l'hémostase primaire. Alors on a le temps plaquettaire commence par l'adhésion de la plaquette au sous-endothélium grâce à la molécule de von Willebrand. Et j'ai dit que cette liaison elle est renforcée par d'autres glycoprotéines, c'est avec le glycoprotéine 5 et le glycoprotéine 9. C'est pour ça qu'on parle de complexe de glycoprotéine 1B, 5, 9.
qui renforce cette liaison entre le Willebrand et la plaquette. Deuxième chose, c'est l'activation. On a l'adhésion plaquettaire au sous-endothélium, ça donne un signal d'activation à la plaquette. Alors, le changement, on a beaucoup de changements. La première, c'est le changement de la morphologie. Et regardez ici les photos de la plaquette après activation. On a le B, c'est discoïde au repos, mais après activation, le C et le D. Regardez comment il s'étale, il augmente, il devient sphéroïde. Aussi, il peut émettre des pseudopodes. Et tout ça pour avoir le maximum de contact avec le sous-endothélium et aussi même avec au cours après l'agrégation, après le maximum de contact avec les plaquettes pour avoir un clou plaquettaire, un amas plaquettaire solide. Bien sûr, au niveau de l'activation métabolique, j'ai dit au cours de l'activation surtout métabolique, c'est-à-dire les choses qui se passent à l'intérieur, surtout avec le déroulement du métabolisme de l'acide arachidonique et la progression dans ce métabolisme, c'est en fait le résultat des signaux que reçoit la plaquette. Alors, la plaquette reçoit ces signaux par la thrombine. En fait, on va voir. C'est pour ça que j'ai dit que les étapes de la coagulation, ils se passent en même temps. Le mot-clé, c'est en équilibre. À ce niveau-là, on peut, à ce moment de l'hémostase primaire, on peut avoir des traces, on peut avoir des formations, des traces de thrombine. La thrombine, c'est la forme activée du facteur de coagulation qui est la prothrombine ou le facteur 2. Alors, une fois on aura cette trace, parmi les conséquences, c'est que ces molécules activées ou les facteurs activés de la coagulation, ils peuvent reconnaître, ils ont des récepteurs, le par 1 et le par 4 à la surface de plaquettaire, ils vont donner un signal pour renforcer le message d'activation de la plaquette. Aussi bien on peut avoir ce signal d'activation potentialisé avec d'autres molécules, on peut dire d'autres agrégants, par l'ADP par exemple, qui peut être dans l'environnement de la mise en place de ce clou plaquettaire. Aussi, on peut avoir un message par ou le renforcement de l'activation par les métabolites de l'acide arachidonique, parce que au cours de l'activation, on a le déclenchement du métabolisme de l'acide arachidonique qui va donner un métabolisme qui est essentiel, c'est le thromboxane A2. Alors le thromboxane A2, il renforce, il potentialise, une fois il est produit, il a une action vasoconstrictrice et comme ça, toujours il favorise des conditions de stase au niveau de la brèche. Et aussi, il va renforcer le message d'activation en se liant sur des récepteurs plaquettaires. Et comme ça, toujours on aura un message d'activation, c'est-à-dire progression dans le métabolisme de l'acide arachidonique, mais en même temps, pour préparer la cellule à relarguer la composition de ces granules et cette libération du contenu granulaire dans l'hémostase. Bien sûr, il va déverser beaucoup de molécules adhésives qui permettent l'adhésion des plaquettes au niveau de ce sous-endothélium. Il va augmenter la concentration de certaines molécules de l'hémostase. Regardez la composition des granules, on aura déversement de molécules de facteurs de coagulation dans l'environnement. C'est comme on prépare à la coagulation pour progresser dans l'hémostase. Aussi, on aura déversement de l'ADP et de l'ADP, il renforce l'activation de la plaquette, mais aussi il peut
agir sur d'autres plaquettes, et comme ça on aura l'activation de la plaquette, des plaquettes, voire même recrutement de plaquettes au niveau de la mise en place du clot plaquettaire. Mais aussi, et comme j'ai dit, que on prépare la plaquette une fois déversé son contenu. La plaquette va se trouver avec une expression maximale en glucoprotéines de B3A avec une grande quantité et avec une haute affinité aux fibrinogènes, et comme ça on aura l'agrégation des plaquettes, et comme ça on aura le clou plaquettaire. Bon, cette animation ici juste pour illustrer, voilà, si j'ai la brèche, la première chose, c'est on aura une vasoconstriction, c'est le temps vasculaire, puis après on aura le temps plaquettaire. Le temps plaquettaire, il commence par l'adhésion, puis après on a l'activation, la sécrétion et l'agrégation plaquettaire pour former le thrombus blanc ou le clou plaquettaire. Bon, grosso modo, c'est ça. Bon, je n'ai pas lu le texte parce que, bon, pour vous donner, l'occasion de le lire à tête reposée, mais en général, il y a des détails. J'ai expliqué sur le tableau pour bien sûr comprendre comment se déroulent les étapes de l'hémostase primaire. Maintenant, on va voir l'exploration de l'hémostase. Alors, l'exploration de l'hémostase, toujours, on commence par un interrogatoire et un examen clinique. Sachez que dans l'interrogatoire, s'il vous plaît, il faut chercher une chose très intéressante, très importante, qui peut expliquer les manifestations de l'anomalie de l'hémostase primaire. Première chose, que les anomalies de l'hémostase primaire, généralement, ils se manifestent par un syndrome cutaneo-muqueux. Je crois que vous avez vu les manifestations hémorragiques. Alors, cutanémiques, surtout ce sont des pétéchies, des purpurats, des ecchymoses. Ça, et les saignements des muqueuses, des gingivorragies, des épistaxis, des hémoptysies. Bon, grosso modo, les manifestations cliniques d'une anomalie de l'hémostase primaire se manifestent par un syndrome cutanéo-muqueux. Ça, d'une part. Généralement, il y a des exceptions, mais généralement, un syndrome cutanéo-muqueux au cours d'une anomalie, si on a une anomalie directe, c'est-à-dire primaire, de l'hémostase primaire. C'est-à-dire, les manifestations hémorragiques sont issues d'une anomalie dans l'un des acteurs de l'hémostase primaire. Mais parfois, comme j'ai dit, que ces manifestations cutanéo-muqueuses sont issues, manifestations secondaires à autre chose. Alors la chose qu'il faut chercher au cours de l'interrogatoire, il faut chercher, est-ce qu'il y a une prise médicamenteuse? Est-ce qu'il y a une prise médicamenteuse? Surtout les ANS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pourquoi? Parce que ces médicaments, par exemple, on a même une application thérapeutique de ces médicaments, dans ces médicaments, pour prévenir les manifestations thrombotiques artérielles. On donne ce qu'on appelle des anti-agrégants plaquettaires pour les gens qui ont une intervention cardiaque, par exemple, où ils ont un matériel, par exemple un stent cardiaque. On donne un agrégant plaquettaire qui est surtout, on donne l'aspirine à faible dose, ou on donne d'autres anti-agrégants. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces agrégants plaquettaires? Normalement, ils bloquent les mécanismes d'activation plaquettaire. Alors, si quelqu'un prend des ANS à forte dose, il a une manifestation clinique, normalement, bien sûr, il faut arrêter le traitement et il ne faut pas explorer l'hémostase primaire parce que ces anomalies sont issues de la prise médicamenteuse. Alors,
Dans l'interrogatoire, il faut voir, il faut typer ces manifestations hémorragiques. Deuxième chose, voir dans les antécédents du patient et dans sa famille et les circonstances de ces manifestations cliniques. Et surtout, s'il vous plaît, chercher est-ce qu'il y a une prise médicamenteuse, surtout les ANS, les anti-inflammatoires stériens. Pourquoi? Parce que par exemple l'aspirine, on l'utilise à faible dose comme un anti-agrégant, on les donne à pas mal de patients cardiaques. C'est en fait l'aspirine, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque le mécanisme du métabolisme de l'acide arachidonique. Et par conséquent, les plaquettes de ce patient, ils sont thrombopathes. Pourquoi? Parce que l'ANS, bien sûr, ils sont thrombopathes à certains niveaux. On dose le médicament pour avoir une certaine thrombopathie, pour prévenir. Mais normalement, on ne doit pas donner une dose pour avoir des saignements. Alors, chose essentiel avant toute exploration de l'hémostase primaire, chercher est-ce que le patient, est-ce qu'il prend des médicaments et surtout les ANS. On a aussi on peut avoir une anomalie de l'hémostase primaire par la prise d'une forte dose des antibiotiques, surtout les bêta-lactamines. Ils peuvent donner des thrombopathies qui peuvent donner des manifestations hémorragiques. Mais ce qui est fréquent dans la pratique, c'est que une prise d'un ANS, il peut donner des hémorragies et dans ce cas, normalement, il faut gérer le traitement du patient et ne pas faire des explorations, il ne faut pas perdre de temps d'explorer l'hémostase primaire et normalement, l'anomalie, il est secondaire au traitement du patient. D'accord? Alors, les explorations, comme j'ai dit, il y a des explorations. On peut commencer par un bilan d'hémostase standard de routine. On peut prescrire un hémogramme dans lequel il y a la numération plaquettaire pour voir est-ce qu'on a une thrombopénie ou non, parce que les thrombopénies peuvent se manifester, peuvent donner des manifestations hémorragiques cutanéo-muqueuses. Ou aussi le frottis sanguin, qu'est-ce qu'il fait? À partir du frottis sanguin, on peut voir la qualité de ces plaquettes. Comme j'ai dit, on peut vérifier le volume, on peut vérifier la structure. Et à partir parfois des anomalies structurales, qualitatives du frottis sanguin, on peut s'orienter vers une pathologie de l'hémostase primaire. On a les tests globaux, on a le test ce qu'on appelle le test de saignement. C'est en fait ce test consiste à réaliser une brèche vasculaire au niveau de l'avant-bras et normalement, on va mesurer le temps nécessaire pour l'arrêt de ces saignements. Il y a des techniques, on a la technique d'incision et la technique de 3 points. Et en fait, pour chaque technique, il y a des valeurs à partir duquel on peut dire qu'on a un allongement de temps des saignements ou pas. Et en fait, ce test global, il donne une idée générale sur le déroulement de l'hémostase primaire chez le patient. Mais en fait, le test de saignement, il a certaines limites. C'est pour ça il y a maintenant beaucoup de moyens pour explorer, pour étudier l'hémostase primaire. Alors, justement, on a ce qu'on appelle le temps d'occlusion. Le temps d'occlusion plaquettaire. Alors, c'est un test qui ressemble au temps de saignement, mais la différence, le temps de saignement, c'est-à-dire c'est un test in vivo. On va évaluer le test d'hémostase réellement, comment il se déroule, et on peut avoir une estimation sur est-ce que ce temps il est dans les normes ou il est allongé. Si il est allongé, ça veut dire que on a un problème au niveau de l'hémostase primaire. Le temps d'occlusion, il fait la même chose, mais in vitro. En fait, on fait un prélèvement et il y a un automate qui va aspirer un volume de l'échantillon de prélèvement. Puis après, cet échantillon, il va le mettre dans un tube capillaire et dans ce trajet, il va se trouver avec des membranes. Et ces membranes, on appelle ça des membranes. Ces membranes, ils contiennent des molécules, et ce qu'on appelle des agonistes d'agrégation. C'est quoi ces agonistes? Ce sont des molécules qui vont donner des signaux d'activation plaquettaire.
Une fois la plaquette, ils vont se trouver avec ces molécules, ils vont s'activer et ils vont réagir comme après leur activation avec le zooxanthothélium. Et normalement, si ces plaquettes sont normales, ils vont faire ce qu'on appelle, ils vont obturer à ce niveau-là, ils vont faire un caillot et par conséquent, on aura arrêt de passage du flot sanguin. Et normalement, cet automate, il nous donne une idée, il donne ce qu'on appelle un temps d'occlusion. Et il y a des valeurs normales, il y a des valeurs à partir duquel on peut dire qu'il est allongé. Et ce temps d'occlusion, il est très sensible pour les thrombopathies, les thrombopathies et la maladie de von Willebrand. C'est-à-dire, il nous donne, si le temps d'occlusion est allongé, on peut dire qu'on a soit un problème au niveau du facteur Willebrand, soit un problème au niveau, soit un problème qualitatif de la plaquette. Mais sachez que ces deux tests globaux, ils dépendent du taux de l'anémie, c'est-à-dire au-dessous de certains seuils, on ne peut pas réaliser ces deux tests parce qu'ils vont donner des résultats non corrects, ininterprétables, et aussi ils dépendent du taux plaquettaire, la numération plaquettaire. Au-dessous de certaines valeurs, on ne peut pas réaliser ces tests. C'est pour ça qu'il y a maintenant des tests plus performants. Alors, on a pour évaluer, on a ce qu'on appelle l'étude de l'agrégation plaquettaire. Alors, par cette étude, on peut évaluer est-ce que les plaquettes, ils répondent aux stimuli pour arriver au stade de l'agrégation plaquettaire. Alors, d'une façon pratique, en fait, on prépare ce qu'on appelle un plasma riche en plaquettes et on ajoute à ce plasma riche en plaquettes des agrégants plaquettaires, à savoir l'acide arachidonique, l'adrénaline, l'ADP, le collagène. Et normalement, si les plaquettes sont normales, normalement on doit avoir ces courbes comme ça. C'est-à-dire une courbe qui augmente avec le temps jusqu'il arrive à certains plateaux. Si la plaquette est thrombopathe, il est malade, il ne réagit pas avec un agrégant, alors les courbes, ils restent comme ça, la courbe, il reste plate comme ça, il n'augmente pas avec le temps et on peut conclure que la plaquette, il ne répond pas à un stimulus ou à un agrégant plaquettaire.